Ma première question, ce serait tout simplement de te présenter brièvement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours académique, que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Eh ben, écoute, d'abord merci à toi pour l'invitation. Donc, je m'appelle Brice Picot, moi je suis, maître de conférence à l'université, Savoie-Mont-Blanc, au département des sciences du sport. Et puis je suis rattaché au laboratoire, qu'on appelle le LIBM, qui est le laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, qui s'intéresse, comme son nom l'indique, à la motricité humaine. Et moi, mes axes de recherche, ils sont plutôt orientés sur, les blessures, la prévention des blessures, puisqu'en fait à la base je suis kiné, moi j'ai un diplôme de kiné. J'ai exercé pendant, un peu plus de 15 ans, ouais, ça va faire 15 ans que j'ai eu mon diplôme, en tant que kiné, en libéral dans le sport, et puis j'ai bossé un peu plus de 10 ans à la fédé de hand, au niveau du ce qu'on appelle le service médical des équipes de France, donc j'ai travaillé avec les différentes équipes de France. Et puis, après j'ai basculé un petit peu plus dans la recherche, j'ai fait un M2, à l'université Jean Monnet qui est à Saint-Étienne et qui est rattaché à l'université Savoie-Mont-Blanc. Enfin, il y a des collaborations notamment via le laboratoire. Et puis ouais, de plus en plus, je me suis spécialisé sur les pathologies du membre inférieur, pathologies sportives avec la cheville beaucoup, les instabilités de cheville, les entorses. Et puis dans le cadre de ma thèse, on a aussi travaillé sur la rupture du ligament croisé. Donc en fait, je travaille vraiment sur ce lien entre la rééducation, le retour au sport, la gestion du retour au sport, et puis les aspects prévention. On va essayer de chercher à optimiser à la fois le travail préventif et puis même la rééducation, puisque là on a des projets qui continuent sur la rééducation du ligament croisé, avec un collègue de la fac qui s'appelle Pierre Samosino, qui collabore beaucoup sur les profils force-vitesse. T'as eu Jean-Benoît Morin dans tes interviews. Et donc Pierre Samosino et Jean-Benoît, ils ont bossé sur les profils force-vitesse. Sont énormément en collaboration tous les deux. La plupart des papiers que tu peux lire sont souvent avec ces deux auteurs-là. Donc on travaille sur ces aspects-là, mais sur le croisé. Et aussi, donc je disais beaucoup sur la cheville. Ok, et du coup, aujourd'hui, je t'ai reçu dans le podcast notamment pour parler de toute cette cheville. Ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse beaucoup au final dans les sports à la cheville? Alors c'est une très bonne question, mais je suis désolé, je vais pas être tout à fait d'accord avec toi. En fait, on se rend compte qu'on s'y intéresse pas tant que ça. Heu, En fait, c'est la pathologie la plus fréquente, et tu connais bien le basket, et dans le basket, c'est la pathologie de plus loin la plus fréquente, hein. C'est vrai dans tous les sports quasiment, et c'est aussi vrai chez les patients, pas forcément très sportifs. Les gens se font des entorses de cheville, sans forcément faire du sport à haute intensité. On peut se faire mal, sur n'importe quel chemin ou sur un trottoir. Par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'en fait, quand on regarde la littérature scientifique, il y a très, très peu de travaux sur la cheville, proportionnellement par rapport aux autres blessures notamment, comme le ligament croisé. Je vais te donner un exemple, tout bête. La dernière fois, je me suis amusé à taper sur PubMed, qui est un moteur de recherche scientifique. J'ai tapé, retour au sport et rupture du ligament croisé, et ça m'a sorti, un peu plus de 300 articles. Et puis j'ai fait la même chose sur la cheville et ça m'a sorti 9 articles. Donc en fait, on en parle beaucoup, mais vraiment des gens qui s'intéressent à ça et qui travaillent sur cette thématique, que ce soit pour la prévention, la rééducation ou le retour au sport, et ben il y en a pas tant que ça et c'est un peu banalisé. Donc peut-être qu'on pourra parler de ça après, mais une des raisons majeures qui explique pourquoi il y a autant de blessures de cheville, d'entorses de cheville, parce qu'en fait la pathologie elle est extrêmement banalisée. Et c'est vrai pour les athlètes, c'est vrai pour les staffs techniques, mais c'est malheureusement aussi vrai pour les staffs médicaux. Et du coup, c'est une pathologie, tu vois. Très souvent, on demande aux athlètes, est-ce que tu t'es déjà blessé, par exemple, en début de saison? Tu suis une équipe, tu dis, toi, tu t'es déjà blessé? Souvent, ils vont me dire non. Et puis après, tu creuses, tu dis, et la cheville? Et là, les gens, ils te regardent, ils disent, ah ouais, mais la cheville, ça compte pas. Je m'en suis déjà fait, ouais, peut-être 10 ou 12 des entorses de cheville. Mais c'est pas vraiment une blessure. Donc, tu vois, c'est un peu le truc classique. Les gens considèrent que c'est normal de se faire des entorses de cheville. Donc, en fait, c'est pas si étudié que ça, Je finalement. je te rejoins là-dessus parce que j'ai déjà eu, justement quand tu demandes, est-ce que tu as déjà eu, tes antécédents de blessures? Ils demandent, est-ce que, une entorse ça compte? Ouais, Et au final, oui.
Ça Ah oui, ça reste une compte. blessure qui peut t'éloigner des terrains. Ouais, ça compte, mais tu vois, c'est un peu le truc où tu dis bon, c'est pas grave, c'est juste une entorse. Et en fait, le c'est juste une entorse, c'est pas vrai. On sait que ça a des vraies conséquences derrière. Alors il y a évidemment la récidive, le temps d'indisponibilité qui peut être variable. Et puis à terme, tu as ce qu'on appelle l'instabilité chronique qui va se développer, l'instabilité chronique de cheville. Et puis on a aussi des travaux qui montrent que ben tu as de l'arthrose qui apparaît beaucoup plus précocement, arthrose de cheville, qui apparaît chez les joueurs qui ont, alors ils sont au début de retraite, mais ça commence à partir de 40, 45 ans avec des grosses arthroses de cheville, des gens qui peuvent plus du tout marcher, faire d'activité. Et en fait, quand tu compares à d'autres arthroses du membre inférieur, par exemple le genou ou la hanche, bah, les prothèses de genou marchent plutôt très bien, les prothèses de hanche marchent très 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 bien. Par contre, les prothèses de cheville, bah, en fait, on ne sait pas vraiment faire. Donc, les gens qui ont des arthroses de cheville, on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, ils réduisent énormément leur activité. Ils vont plus beaucoup marcher, ils vont plus beaucoup courir. Et comme on sait, l'intérêt de l'activité physique d'un point de vue sanitaire, en fait, c'est une vraie problématique. Donc, à la base de ça, tu as cette première entorse. Tout le monde s'en fout. Donc, globalement, tout le monde considère que c'est juste une entorse. Et en fait, c'est pas juste une entorse. Et le gros problème, c'est cette banalisation. Et si je te donne quelques chiffres encore, donc j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans, je te disais, dans le hand. Et j'ai travaillé ici à Chambéry, on a un pôle filles de hand et un pôle garçons, donc ce qu'on appelle des pôles espoirs, c'est des lycéens. Et en moyenne, chez les lycéens qui jouent au hand, il y a un peu plus de 60% des joueurs et des joueuses qui sont déjà dans une instabilité chronique de cheville. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils se font déjà 2 à 3 entorses par saison, mais c'est pas grave, c'est juste une entorse. Évidemment, à cet âge-là, globalement, tu récupères assez vite. Mais par contre, si tu regardes sur leur carrière, eh ben, ils vont être énormément embêtés par ça. Et il y a un autre exemple qui est très parlant, c'est Neymar. Neymar, c'est un peu une porte-drapeau à nous, à ceux qui s'intéressent à la cheville. Parce que Neymar, depuis qu'il s'est fait une de ses premières entorses à Barcelone, et quand il a joué au PSG, il a raté plus d'un an entier à cause de ses entorses de cheville. Juste à cause de ses entorses de cheville. Il a raté 70 matchs officiels. Donc c'est plus qu'un croisé, en fait. Et si tu mets bout à bout chez les athlètes tout le temps qu'ils ont perdu à cause de leur entorse de cheville, c'est à coup de une semaine, 10 jours, par-ci par-là, mais parfois c'est 5-6 fois par saison, et c'est tout au long de leur saison. Si tu mets bout à bout tout ça, tu te rends compte qu'en fait, ils sont plus souvent indisponibles que des joueurs qui se font le croisé. Parce que le croisé, en général, tu te le pètes une fois, parfois deux, et ça dure, allez, entre 9 mois et un an. Et finalement, c'est moins que quelqu'un qui va souffrir toute sa carrière d'entorse de cheville. Et ça, c'est très important à le faire comprendre aux athlètes et le faire comprendre aux entraîneurs et évidemment aux médicaux, parce que ça met en avant ce problème de cheville qui est complètement masqué, quoi. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, moi j'ai eu par exemple l'an dernier des joueurs qui avaient 14-15 ans, mais qui ont déjà fait 3, 4, 5 entorses, parfois plus. Comment expliquer que aussi jeune, tu puisses déjà avoir fait autant d'entorses? Et ben, c'est ce qu'on appelle, nous, la cascade catastrophique de l'entorse de cheville. C'est-à-dire que, il y a trois raisons qui expliquent majoritairement cette cascade, là, la question que tu poses. La première raison, en fait, les trois sont liés, c'est la banalisation. La première raison, c'est que les gens, alors bon, là, tu les suis, ces athlètes, mais la plupart des gens ne consultent pas à la suite des entorses de cheville. C'est-à-dire que quand tu suis même des cohortes d'athlètes, il y a des chiffres sur les athlètes américains, globalement, il y a près de 60% des gens, des athlètes, qui ne consultent pas quand ils se font une entorse de cheville. Donc eux, on peut même pas les soigner. C'est-à-dire que bon, là, il y a même un problème de consultation. La deuxième raison, c'est que les professionnels de santé, et je m'inclus dedans, les médecins, je rentre même les préparateurs physiques également, sont pas très bons en ce qui concerne l'entorse de cheville. Ils comprennent pas bien comment ça fonctionne. J'ai la chance de travailler avec d'autres collègues. On travaille aussi avec la Haute Autorité de Santé en France. Et ne serait-ce que définir ce que c'est qu'une entorse, essayer de comprendre et faire comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe quand tu te fais une entorse, ils vont dire bah t'as mal à la cheville. En fait, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça et que prendre en charge et rééduquer une entorse, ça nécessite de prendre un peu de recul, de comprendre la posture, la proprioception, la force. Et en fait, la plupart des rééducateurs, au sens large, ne rééduquent pas bien, sont pas très bons sur les entorses de cheville. Je te donne un exemple très simple. Tu tapes sur YouTube proprioception de cheville,
et tu vas avoir plein de gens qui se mettent sur des plateaux de Freeman, sur des Bosu, sur des trampots, alors qu'on sait très bien que le fait de se mettre sur un sol instable, ça ne cible pas la proprioception de la cheville. Donc en fait, et ça on le sait depuis une vingtaine d'années. Mais dans les habitudes des gens, puisque c'est pas grave, c'est juste une entorse, on n'a pas besoin d'aller se prendre trop la tête sur comment je dois la rééduquer. Donc c'est la deuxième raison. On n'est pas très bon en rééducation. Et la troisième raison, c'est qu'on gère très mal le retour au sport. Il y a quelques années, je t'ai dit, il y avait que 9 papiers le mois dernier sur retour au sport cheville. Il y a quelques années, en 2019, on a un collègue belge qui a fait une énorme revue systématique parce qu'il faisait sa thèse sur les critères de retour au sport après entorse de cheville. Et je vous invite vraiment à aller la lire, cet article, il est incroyable. Il est publié dans SportsMed, qui est la deuxième plus grosse revue médicale dans le domaine du sport. Et en 2019, la revue systématique, elle arrive à n égale 0. C'est-à-dire qu'en 2019, il n'y avait aucune étude qui a jamais évalué les critères de retour au sport objectifs. Donc en fait, on ne sait pas quand les remettre sur le terrain, les gens. Et après, quand tu regardes quand est-ce qu'ils reprennent, tu te rends compte qu'en moyenne, il y a la moitié des joueurs qui sont sur le terrain dans les 3 jours qui suivent. Et il y a 80% qui ont repris dans la semaine. Et ça, on sait que c'est pas possible d'un point de vue de la guérison, d'un point de vue du système nerveux central, d'avoir guéri, d'avoir corrigé les déficits de l'entorse dans la semaine. Donc en fait, les gens retournent sur le terrain au bout de 3 jours en moyenne, entre 3 et une semaine, on va dire. Et le seul critère qu'ils utilisent, c'est le fait qu'ils aient plus mal. Sauf que la douleur, c'est un très mauvais indicateur de la guérison d'un point de vue fonctionnel. Donc ça, c'est la troisième raison. Mais les trois sont liés, en fait. C'est parce que c'est toujours pareil, c'est juste une entorse de cheville. Donc, un, j'ai pas besoin de consulter. Deux, c'est pas grave si mon rééducateur, il est pas bon, puis lui, il va pas se creuser plus de questions là-dessus. Et trois, de toute façon, on sait pas quand les remettre sur le terrain, donc c'est pas grave, j'attends d'avoir plus mal, et je reprends. Et ça, t'as le cocktail parfait pour que ça répète tout le temps. Donc ça explique pourquoi tes joueurs, t'en as autant qui sont déjà à 15 entorses à 15 ans. Mmh. Et du coup, tu parles d'entorse. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que c'est et comment ça arrive et aussi peut-être les différents grades aussi d'entorse? Ouais, alors là, c'est vrai que j'ai pas précisé. Là, on parle de ce qu'on appelle l'entorse latérale de la cheville, donc ça touche le côté latéral, externe de la cheville. C'est un système ligamentaire avec 3 ligaments. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais ces ligaments sont souvent touchés, surtout ce qu'on appelle le faisceau antérieur. Donc c'est vraiment, là, on parle de ça. Après, il y a d'autres ligaments sur le côté interne, sur la face médiale. Sur une entorse médiale, c'est beaucoup plus rare. Et puis, il y a une troisième gros type d'entorse de cheville qui était peu connue ces dernières années et puis qui explose maintenant, notamment dans des sports comme le rugby. C'est ce qu'on appelle les entorses de la syndesmose, de l'articulation qui unit le tibia et la fibula. Et c'était des trucs qui étaient même pas recherchés avant, et les dernières données, elles montrent que dans des sports comme le rugby, en fait, t'as quasiment un tiers des entorses qui concernent cette partie-là. Mais on va pas en parler, c'est une entorse un peu à part, avec un traitement à part. Nous, on va se focaliser sur l'entorse latérale, qui est vraiment la plus connue. 90% des entorses, c'est des entorses latérales. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ton pied se tord. Alors pendant longtemps, on a cru que c'était un mouvement qu'on appelle de flexion plantaire, quand tu appuies sur l'accélérateur, par exemple. Ça tire sur le ligament. On sait que c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt le pied qui se tord en ce qu'on appelle supination du pied et en rotation médiale. Donc, si tu veux, l'avant du pied rentre vers l'intérieur et tourne sur lui-même, roule sur lui-même. C'est ce qu'on appelle une supination. Et ça va toucher le système ligamentaire latéral avec plus ou moins de dégâts sur ces fameux 3 ligaments, mais notamment sur 2 des 3 ligaments. Et en fonction, on va dire, de l'énergie du traumatisme, tu as une gravité qui est plus ou moins importante. Alors là, c'est pareil, je vais peut-être choquer certains, mais en fait, la gravité de l'entorse, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que la gravité de l'entorse, elle est pas du tout prédictive de l'état de mon patient dans le futur. C'est-à-dire que tu as des patients qui sont faits ce qu'on appelle des entorses bénignes, mais ça, c'est qu'en France qu'on appelle ça. On appelle ça normalement dans la littérature des entorses de grade 1, où tu touches juste un petit peu le ligament. Et bien, tu as des patients qui ont des entorses bénignes et qui, pour autant, vont développer une instabilité, faire des récidives, etc., etc. Et à l'inverse, tu as des patients qui ont ce qu'on appelle une entorse grave en français. C'est un terme qu'il faut vraiment enlever de notre vocabulaire. Parce que, si tu as compris ce que je te dis, en fait, l'entorse bénigne, des fois, elle est plus grave que l'entorse grave. Donc, cette entorse grave, il y a des patients qui ont plus de ligaments, ils ont tout arraché. Et pour autant, fonctionnellement, ils vont relativement bien. C'est ce qu'on appelle des coppers. Peut-être c'est un terme sur lequel on pourra en discuter un peu.
c'est des patients qui vont globalement, au bout d'un an, se retrouver avec une fonction normale, ils ont guéri de leur entorse. Et donc la gravité, elle n'est pas directement associée au statut de la récupération derrière. Et ça, c'est important parce que des fois, on est un peu un discours, ce qu'on appelle nocebo avec les patients, c'est qu'on leur dit, ah là, vous êtes fait une entorse grave, et le patient, il flippe. Et à l'inverse, tu dis, bah, c'est pas grave, c'est juste une petite entorse, et eux, ils flippent pas assez, entre guillemets, et du coup, ils se refont des entorses. Donc voilà, la gravité, elle dépend un peu du nombre de ligaments qui sont touchés, c'est ce que le médecin va chercher à l'échographie, éventuellement à l'IRM, puis avec des tests. Mais déjà, ne serait-ce que scientifiquement, la gravité de la lésion, elle n'est pas très établie dans la littérature. Il n'y a pas vraiment de consensus sur comment on la définit précisément. Il n'y a pas de définition stricte. Il y a un papier récent qui est sorti qui confirme ça. Et en plus de ça, la gravité, elle n'explique pas ce que va devenir le patient dans l'année qui suit. Donc en fait, entre nous, moi, je m'en fous un peu de la gravité de la blessure. Je sais juste qu'au début, ça va être un peu plus long sur une entorse grave. Il va avoir peut-être un peu mal un peu plus longtemps. Ça va peut-être gonfler un peu plus. Mais par contre, je suis très optimiste dans le sens où c'est pas l'état de ses ligaments qui explique ce qui va devenir après. Parce que la cheville, l'entorse, c'est beaucoup plus compliqué que juste le système ligamentaire. Mais du coup, ça voudrait dire qu'une entorse stade 1, stade 2, stade 3, ça peut avoir la même durée avant de retourner à la compétition? Ouais. Alors, t'as des limites. C'est-à-dire que, en fait, jusqu'à maintenant, on avait cet automatisme, ce réflexe de se dire la durée du retour au sport dépend de la gravité de l'entorse. Or, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Par exemple, les entorses de type 1, de stade 1, elles récidivent beaucoup plus que les entorses de stade 2 et de stade 3. Parce que justement, on se base sur ce temps et on se dit, bon, bah ça va, il a plus mal, il peut reprendre. Or, eh ben, t'as compris qu'en fait, il y a plein d'autres déficits. Tu peux avoir une entorse de stade 1 et avoir un très mauvais équilibre, une perte de force, que tu n'auras pas, par exemple, dans une entorse de stade 3. Donc, en fait, il faut absolument pas se baser ni sur le temps, ni sur la gravité de la lésion pour établir un critère de retour au sport. Décider du retour au sport, c'est de regarder les déficits fonctionnels qui sont associés avec l'entorse, les tester et dire, OK, il va mieux parce qu'il a récupéré de l'équilibre, il a récupéré des capacités de plio, il est capable de faire des changements d'appui, il a plus mal évidemment, donc il peut reprendre. Et des fois, bah, tu as des stades 1 qui traînent très longtemps, et tu as des stades 3 qui peuvent aller beaucoup plus vite. Alors, il y a des grandes lignes, hein. Globalement, effectivement, un stade 3, tu sais qu'il lui faudra en moyenne 3 semaines pour déjà plus avoir trop mal, et puis on va attendre quasiment 6 semaines. Mais il faut essayer de s'enlever au maximum ces délais, ces notions de délai, et de raisonner plutôt par déficit mesurable, objectif, plutôt que par délai. Et ça va nous aider à limiter tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire ça récidive et ça récidive et ça récidive. Ouais, c'est intéressant. Donc au final, tu regardes pas tant stade 1, stade 2, stade 3, est-ce que c'est bénin, grave, mais tu regardes plutôt la capacité que la personne a post-entorse pour juger si oui ou non il peut reprendre, plutôt que se dire bah, il en avait une de grade 1, grade 2, grade 3, c'est pas possible qu'il puisse reprendre maintenant ou c'est possible qu'il puisse reprendre maintenant. Ouais, exactement. En fait, ce que je te disais un peu, c'est que je m'en fous un peu du stade. Ce qui est important, c'est quels sont ces déficits, parce que ces déficits, ils vont permettre non seulement de guider le retour au sport, mais avant, donc ça c'est on va dire ma casquette de kiné, je vais choisir qu'est-ce que je vais lui faire faire en rééducation. Et souvent, on me demande, est-ce que tu peux me donner un protocole de rééducation de la cheville? Ça n'existe pas par définition parce que chaque entorse, chaque patient instable, il a ses propres déficits. Et il va falloir, c'est toute la difficulté de notre boulot, comprendre quels sont ses déficits. Pourquoi est-ce qu'il est instable, ce patient? Est-ce que c'est des problèmes d'équilibre? Est-ce que c'est des problèmes de force? Est-ce que c'est des problèmes d'appui? Est-ce que c'est des problèmes de proprioception? Est-ce que c'est des problèmes d'amplitude articulaire? Et en fonction de ce qu'il a, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont jamais quand même tout, en fonction de ce qu'il a, je vais dire, bon, bah, lui, il faut qu'on travaille là, là et là. Par contre, chez lui, j'ai pas de problème de force. Donc, je vais pas passer 10 séances de rééduc à bosser la force alors qu'il va bien. Par contre, il tient pas en équilibre sur un pied. Donc, lui, il va falloir le faire bosser un peu comme ça. Et elle est aussi instable. Elle a le même âge. C'est une joueuse de basket tout pareil. Elle en est à sa 5e entorse aussi. Et pourtant, elle a pas du tout le même tableau clinique. Donc le contenu de ma rééduc et donc mes tests au final et mon orientation de ma réathlétisation, on pourrait dire, change complètement entre ces deux patients. Alors que si tu les mets l'un en face de l'autre et que tu creuses pas, tu te dis mais pourquoi il fait ça? C'est 2 entorses de cheville au basket chez des jeunes joueurs de bon niveau. Mais en fait non, ce qui est important c'est qu'est-ce qui se cache derrière leur entorse et leur instabilité.
Et c'est là où on revient sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la plupart des praticiens ne sont pas formés, ne sont pas bons pour savoir comment je les teste et qu'est-ce que je mets dans la rééduque derrière. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une des raisons encore de ce problème de récidive. Et justement, comment arriver à identifier une faiblesse de cette cheville pour que la blessure ne survienne pas? Eh ben, alors la bonne nouvelle, c'est que on a, alors il y a des groupes de recherche qui travaillent un peu partout dans le monde. Le plus gros, c'est ce qu'on appelle l'International Ankle Consortium, et ils ont établi depuis une quinzaine d'années maintenant, une bonne dizaine d'années en tout cas, des tests, des scores qui sont évalués, qui sont testés, qui te permettent de dire, ben, quand vous avez un patient qui a une entorse de cheville, il faut tester tel déficit, tel déficit. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'équilibre, j'ai parlé de la force, j'ai parlé de la proprioception, j'ai parlé des amplitudes articulaires. Donc on a une liste de tests, entre guillemets. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ça s'appelle le ROST, ce gros bilan initial, où tu as une liste de 10 tests avec des questionnaires que tu poses, des questions que tu poses à ton patient. Et puis, tu arrives à identifier relativement facilement certains déficits. Alors, des fois, il y a des nouveaux trucs qui sortent. Par exemple, on sait maintenant qu'il y a des problèmes de ce qu'on appelle de dépendance visuelle. C'est-à-dire que quand tu te blesses, peut-être même que c'est à cause de ça que tu te blesses, tu as tendance à plus utiliser ta vision et beaucoup moins à utiliser ta proprioception. Donc ça se teste aussi en rééducation, en cabinet. On vérifie dans quelle mesure il utilise les différentes entrées sensorielles. Il y a tous les aspects cognitifs qui commencent beaucoup à sortir aussi maintenant. Est-ce que tu es capable de réagir vite à un signal, de prendre une décision, comment tu t'organises quand il y a de la double tâche? Tout ça aussi, c'est associé aux entorses de cheville. Ça paraît assez fou, mais ce que je disais au début, c'est pas juste un problème ligamentaire, c'est vraiment tout le système nerveux qui déconne. Donc tu testes tout ça, et en fonction de ça, bah, tu dis, lui, il est pas bon là, il est pas bon là, donc je vais mettre en place des exercices pour le travailler. Donc s'il est pas bon au niveau de ses fibulaires, il a pas de force dans les fibulaires, eh ben on va lui renforcer les fibulaires. S'il est pas bon sur, je sais pas, sa dépendance visuelle, il est très dépendant visuel, on va utiliser par exemple des lunettes stroboscopiques que tu connais, on va le faire travailler les yeux fermés. S'il est pas bon sur l'équilibre, ben on va le faire courir à pieds joints, sauter, stabiliser, s'arrêter, maintenir un équilibre, le pousser, voilà. Donc ça, après, on va dire, il y a une infinité de traitements et d'exercices possibles. C'est ce qui est vachement intéressant dans notre boulot, que ce soit pour les kinés ou les préparateurs physiques, c'est qu'en fait, chaque nouveau patient, tu dois tout reprendre à zéro, et à toi de trouver les exos les plus adaptés à mon patient. Et après, tu retestes et tu vois si tu as corrigé, ça veut dire que tu as été bon. Si t'as pas corrigé, soit c'est parce que tes exercices n'étaient pas adaptés, soit parce que t'as encore pas bien compris de quoi il souffrait. Et donc on teste, on reteste, et on avance comme ça. Justement, du coup, toi, tu conseilles de faire des tests et si oui, lesquels? Peut-être que avec ce que tu viens de me dire, peut-être adapter les tests aussi en fonction de la personne parce que tu vas peut-être pas avoir le résultat que tu souhaites. Ouais, alors là on arrive, si on parle par exemple de retour au sport, on arrive au problème que je t'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'en 2020-2021, on n'avait pas de test, pas de score objectif pour mesurer les patients au moment où on veut décider de les remettre sur le terrain. Donc nous avec une équipe de collègues, on a développé un nouvel outil qui est en fait une combinaison de tests déjà existants, puis on les a cotés les uns par rapport aux autres. Ça a permis de créer un score qu'on a appelé l'Ankle Go, un score sur 25 points, qui comprend deux questionnaires. Donc il y en a un qui s'appelle le FAM en anglais, c'est Foot and Ankle Ability Measure, qui est un score validé en français, qui évalue un peu la fonction du patient. Est-ce que vous êtes gêné pour courir, pour descendre les escaliers, pour sauter, pour vous réceptionner? Donc le patient répond à ça. Après, il y a un deuxième questionnaire qui s'appelle le ALR-RSI. Ceux qui connaissent un peu le ligament croisé, c'est un score qui est dérivé du ACL-RSI, un score de Kate Webster qui a été publié il y a maintenant plus de 10 ans. Donc on l'a transformé sur la cheville avec la même équipe. Et là, on évalue le côté psychologique, les aspects en lien avec l'appréhension du patient, ce qu'on appelle la kinésiophobie, la peur du mouvement, le risque de se reblesser, la confiance que le patient il a dans sa cheville. Et puis après, on a mis en place 4 tests qui évaluent 4 composantes importantes par rapport à ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les déficits les plus classiques. Le premier, il s'appelle le single leg stance, donc tu es en équilibre sur un pied, les yeux fermés, les mains sur les hanches, et on te demande pendant 20 secondes de fermer les yeux et de pas bouger. Et à chaque fois que tu vas bouger, donc bouger ça peut être décoller les mains,
ouvrir les yeux, reposer ton pied, faire un mouvement important avec ta hanche ou ton genou, on va compter une erreur. Et puis on va additionner les erreurs sur 20 secondes et on va pouvoir lui attribuer un score. S'il fait par exemple plus de 3 erreurs, il va marquer 0 points. Ensuite, il y a un test qui s'appelle le Star Excursion Balance Test. Il y en a pas mal qui le connaissent sous le nom de Y Balance Test, test du Y. Ça, c'est le nom qui est associé à une marque. Le SEBT, YBT, tu fais, t'es en équipe sur un pied, t'as les mains sur les hanches, et avec ton autre pied, tu vas toucher le plus loin possible. Et en fonction de la distance que tu fais, rapportée à la longueur de ta jambe, évidemment, parce que si t'es un basketteur qui fait 2 mètres, tu vas aller plus loin qu'une petite gymnaste qui fait 1m60. Donc on normalise la performance par rapport à la longueur de la jambe. Et puis là encore, en fonction du score que tu obtiens, on va te considérer comme bon, moins bon, pas bon, donc tu vas marquer des points. Ensuite, on va faire un autre test qui s'appelle le side-up test. Le side-up test, tu es en équilibre sur un pied et tu dois sauter par-dessus ce qu'on appelle une rivière, donc c'est 40 cm, le plus vite possible, en faisant 10 allers-retours. Et tu prends le temps qui a été mis pour faire ça. Et là encore, on a des normes un petit peu qu'on a identifiées dans la littérature, donc tu marques 0, 1 point, 2 points, etc. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le figure en 8, donc tu es à cloche-pied, et tu dois aller en courant à cloche-pied jusqu'à un autre plot, qui est 5 mètres plus loin, tu tournes autour, tu reviens autour de ton point de départ, donc du plot où tu étais, tu refais un tour, et en fait tu vas faire 2 tours en formant un 8. Et là encore, on va prendre le temps, et puis on va voir en fonction du temps, on va lui mettre plus ou moins de points. Et sur chacun de ces 4 tests, on va aussi demander au patient est-ce que tu as ressenti une appréhension, est-ce que tu as ressenti une instabilité sur ta cheville? Et s'il dit non, il marque un point supplémentaire sur les tests sur lesquels il n'a pas ressenti d'instabilité. Et après, on additionne tout ça, ça te fait un score sur 25. Et puis, on a montré, là, cette année, on a publié 3-4 articles qui montrent que si t'es pas bon à l'Uncle Go Score, t'as peu de chances de revenir sur le terrain au même niveau qu'avant, au bout de 2 mois. T'as 9 fois plus de chances de te refaire une entorse dans les 2 ans qui suivent. Là, le dernier papier qu'on vient de publier, il montre que ceux qui ont un score qui est inférieur à 11 points, ils ont 12 fois moins de chances de devenir copper. Ça, c'est ces patients dont je te parlais. C'est des gens qui s'en sortent. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, ils ont retrouvé la même fonction qu'avant. Ils ont repris leur sport, ils ont plus de douleur, ils sont plus faits d'entorse, ils ont plus ce qu'on appelle des giving way. T'as peut-être déjà connu ça. C'est-à-dire que la cheville, elle lâche, et c'est pas vraiment une entorse. Ça, ils en ont pas eu. Et donc, on considère qu'ils sont guéris de leur entorse. Et donc, ce score-là, c'est le premier score qui existe dans la littérature qui montre que tu peux identifier des patients qui vont reprendre, pas se refaire d'entorse et guérir de leur première entorse de cheville, ça va devenir des coppers. Voilà un peu des axes qu'on peut évaluer. Et puis il y aurait d'autres choses. Là, on est encore en train de travailler sur d'autres projets, mais voilà à peu près ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais du coup, sur ce test, c'est un test de retour au sport. Ça peut aussi être un test pré-entorse. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, ce qu'on aurait peut-être dû faire au début, c'est définir le retour au sport. Le retour au sport, il y a un consensus qui date de 2016 de Claire Arden qui globalement définit le retour au sport en 3 grandes phases. La première phase, c'est pour faire assez simple, c'est le retour à l'activité sportive. Donc c'est la course à pied souvent, ou éventuellement tu vas trottiner avec un ballon si tu fais du foot ou du basket. La deuxième phase, c'est le retour à la participation. En anglais, ils l'ont traduit un peu comme ça. C'est-à-dire que tu reprends réellement l'entraînement. Et puis, donc c'est des phases, c'est pas une étape clé, c'est des phases. Et puis à la fin de cette phase-là, tu te retrouves dans le collectif. Et puis la dernière étape, c'est le retour à la perf, qui concerne, de mon point de vue, plus les kinés. Ça sort de notre champ de compétences, c'est plutôt le rôle des préparateurs physiques. Le patient, il va bien, il a récupéré le collectif. Par contre, il est moins performant qu'avant parce qu'il a perdu en capacité aérobie, il a perdu en technique, etc., etc. Et puis c'est le coach qui dit, ouais, il va bien, mais pour l'instant, il n'est pas au niveau de jeu d'avant. Donc ça, c'est la dernière phase. Nous, le score qu'on a développé, il permet de dire, OK, mon patient, il est apte à reprendre son sport d'avant. Donc le retour à la deuxième phase, pas à la troisième phase. Ça, c'est un autre truc, on en parle un peu dans les articles, mais on dit, c'est plutôt des tests de capacité. Et c'est pas notre job à nous en tant que kiné. Nous, on doit sortir le patient du cabinet ou du centre de rééduc et le ramener dans son activité. Après, s'il veut être performant comme avant, c'est pas notre rôle, de mon point de vue. Et donc, pour répondre à ta question,
Oui, enfin, c'est pareil, on a essayé de vérifier si l'Ankle Go Score dont je te parlais était capable d'identifier des patients qui seraient à risque d'une entorse de cheville au cours de la saison. Et donc, c'est des travaux qu'on a terminés, mais qui sont pas publiés. On a travaillé sur des basketteurs justement, et puis on a identifié finalement que en début de saison, quand tu fais le test comme un test de pré-saison, comme ça se fait beaucoup, là, ce qu'on appelle des screening tests, euh, quand tu fais ce test-là, si tes patients, en l'occurrence là c'était des basketteurs donc de haut niveau, des filles et des garçons, s'ils ont moins de 19 points sur 25, ils ont en moyenne 5 fois plus de chances de se faire une entorse dans la saison. Et puis l'autre catégorie de patients à risque, c'était ceux qui avaient déjà fait une entorse dans la saison précédente. Eux, ils ont 3 fois et demi plus de chances de se reblesser dans la saison, sur la cohorte. Donc tu vois, le score, je vais pas dire qu'il est mieux, mais en tout cas, il a une valeur prédictive qui est au moins aussi intéressante que les antécédents d'entorse. Donc c'est assez nouveau, hein, c'est encore pas publié. Mais voilà, un petit peu, c'est toujours pareil. En fait, on n'a rien inventé. On a juste utilisé des tests qui permettent de repérer les déficits qui sont associés avec la fonction de la cheville. Et ça paraît logique finalement que si ton patient il a des déficits, donc il va avoir un moins bon score, ben, il a moins de chances de revenir sur le terrain, il a plus de chances de se reblesser, qu'il guérira pas, et que dans la saison, il puisse à nouveau effectivement avoir une blessure. Mmh. Et justement, pour mettre en place tout ce travail préventif autour des chevilles, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comme style d'exercice? Parce que voilà, tu vas renforcer les muscles qui entourent la cheville, mais est-ce que tu dois aller travailler, en endurance avec de la force? Est-ce que c'est intéressant de travailler, par exemple, ses fibulaires sur du très lourd, mais peu de répétitions? Focus sur de l'excentrique, les travailler, après un entraînement très intense où tu es dans peut-être, moins concentré et dans une fatigue un peu plus, «mentale» entre guillemets, qui peut, peut-être être, le cas d'un match où tu es plus fatigué, donc tu es moins attentif, moins vigilant, et tu es peut-être plus susceptible de te faire une entorse. Qu'est-ce que toi tu conseillerais, à placer dans ce travail préventif? Et ben, toujours un peu pareil, c'est en fait, qu'est-ce qu'il est capable de faire mon patient et ou mon sportif s'il n'est pas blessé encore, et qu'est-ce qui lui manque en fait. Est-ce que tu vois qu'il est incapable de monter en force, par exemple? Il a une très bonne force globalement par rapport au côté contralatéral ou aux valeurs normatives. Par contre, il met 2 heures à monter. Bon bah lui, peut-être que c'est ce qu'on appelle de la force explosive qu'il va falloir travailler. Ou alors, il est plutôt bon là-dessus. Par contre, en excentrique, il a rien du tout. Il tient pas en excentrique. Bon bah lui, c'est des exercices de renforcement excentrique. Donc en fait, je peux pas te donner une réponse globale. Mais c'est comme tout, je pense, quand on prend en charge des athlètes, que ce soit pour de la prépa physique ou de la rééducation, je pense, c'est tester le patient ou le sportif, voir où il est bon, voir où il est pas bon, et après, ben, c'est nous, dans notre compétence de professionnel, de dire, bon, bah là, les exercices, je vais cibler vraiment ce truc-là. Et puis, des fois, ils sont bons, tu prends la force, des fois, ils sont bons en force, que je te disais tout à l'heure, puis c'est pas sur la force qui ça pose problème, ils tiennent pas en équilibre, ou ils arrivent pas à faire de la plio, ils enchaînent pas sur le side-up test, tu vois. C'est pas un problème de force, c'est un problème, ça peut être de la réactivité, ça peut être de l'appréhension, etc., etc. Donc c'est toujours un peu pareil, je suis désolé de pas te répondre directement, mais c'est parce qu'en fait, je sais jamais vraiment ce que je vais faire avec le patient que j'ai en face de moi tant que je l'ai pas testé. Et ça, bah, on a de plus en plus d'outils pour les tester. Alors sur la force, on a des dynamomètres maintenant, dynamomètres manuels qui tiennent bien la route. On mesure des nouveaux indicateurs, pas toujours très fiables, mais des choses comme le RFD, ce qu'on appelle le Rate Force Development. Voilà, ça c'est des outils et des moyens qui vont nous permettre de comprendre encore un petit peu plus ce que c'est que la force et les types de qualités de force. Et donc, ben, là encore, tu testes, évalues. Ça, il est bon, ça, il est pas bon, donc je vais embrayer là-dedans. Donc toi, quand tu fais un travail, préventif, tu as quand même quasiment tout le temps l'intention de renforcer un petit peu tous les muscles qui encadrent la cheville? Ouais, bah, surtout chez quelqu'un qui s'est déjà fait une entorse. Donc la première chose, on revient à ce qu'on s'est dit au début, c'est le questionner. T'as ton athlète en face de toi. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Parce que globalement, c'est à peu près vrai sur toutes les blessures, surtout au membre inférieur. Je suis un peu moins spécialiste de l'épaule, mais il me semble que c'est pareil d'ailleurs. Le premier facteur de risque de se blesser, c'est de s'être déjà blessé à peu près au même endroit. Le croisé, c'est x19, les ischios, c'est x6 ou x7, la cheville, en moyenne, c'est x5, tu vois, entre 3 et 5.
Donc première question, est-ce que tu t'es déjà blessé? S'il te répond non, tu lui dis et les chevilles? Et là, il va te dire ah oui, bah les chevilles ça compte pas. Donc tu vérifies ce point-là. Ensuite, tu dis effectivement que globalement, en règle générale, mais c'est pas toujours vrai, hein, les entorses de cheville entraînent un déficit de force. Mais c'est pas systématique, hein. Moi j'ai plein d'exemples des patients qui n'avaient pas de déficit de force. Par contre, ils sont nuls sur une autre compétence. Donc eux, bah, je vais pas aller bosser la force. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a au moins, je sais pas à la louche, ça c'est l'expérience qui parle, c'est pas les données, mais je pense que il y a au moins 60% des gens qui se sont déjà fait des entorses de cheville qui ont les fibulaires ou les inverseurs même qui sont à plat. Donc effectivement là tu vas aller les solliciter. Mais il faut garder en tête que des fois tu as des surprises. Le mec il est hyper fort au niveau des chevilles. On a un exemple là au labo il y a pas très longtemps, on a eu ça. Un mec qui se faisait je sais pas combien d'entorses de cheville par an et puis on était persuadé qu'il avait pas de force et tu le testes, il a des forces de dingo dans les chevilles. Par contre, il tient pas en équipe sur un pied. Donc lui, je vais pas m'acharner à bosser la force chez lui. Ouais. Mais par exemple, la cheville, comme tous les autres muscles, si par exemple tu veux renforcer les fibulaires, tu peux travailler sous tout type de méthode, de force, endurance, sur plus de répétitions, mais ça a aussi de l'intérêt de travailler lourd, par exemple avec une poulie ou quoi. Ouais, si encore une bah, alors après là, on revient sur les bases de prépa physique. S'il est pas bon sur du lourd, mais il peut être très bon sur du lourd, mais pas réactif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ou alors il soulève très fort, par contre il le tient pas, il lâche tout de suite. Et donc tu changes ta manière dont tu vas faire ton renforcement musculaire. Mmh. Est-ce que c'est un problème de puissance? Est-ce que c'est un problème d'endurance? Est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait? Et ça, encore une fois, il n'y a pas de règle. Ça dépend de l'athlète. Ça dépend de l'athlète. Il y a des athlètes qui sont pas bons dans un domaine, d'autres qui sont pas bons dans l'autre. Et tu sais que ça, ce déficit de force, reste un facteur de risque de se reblesser. Là, je suis Mmh. d'accord avec toi. Donc oui, il faut le travailler, mais je peux pas savoir. Il n'y a pas de règle, encore une fois. C'est comme si tu me demandais, c'est quoi ton protocole de renforcement des fibulaires? Je sais pas. Ça se trouve, on va bosser sur l'explosivité parce qu'il met 2 heures à envoyer la force max. Ou au contraire, on va bosser très lourd parce qu'il envoie fort, mais il envoie vite, mais il envoie pas fort. Mmh. Et on abordait, la proprioception. Est-ce que tu pourrais un peu redéfinir ce terme qui, je pense, pour, bon nombre de personnes n'est pas bien compris? Ouais, alors là, on peut se lancer dans, ça peut durer un peu longtemps, mais on va essayer d'être hyper synthétique. Euh, la proprioception, c'est un sens. En fait, c'est même plusieurs sens. La proprioception, c'est ce qui renvoie aux informations. Ça définit les informations qui remontent via le système nerveux central et qui informent le sujet de manière assez inconsciente, d'ailleurs, souvent très inconsciente, euh, la position d'une articulation, le mouvement qui se passe dans une articulation et éventuellement la force qui est produite par le muscle, d'accord. Et on peut peut-être commencer par définir ce que ce n'est pas la proprioception. Typiquement, la proprioception de cheville, c'est pas tenir en équilibre sur un pied. Ça, c'est ce qu'on appelle du contrôle postural, c'est de l'équilibre. Alors quand je m'équilibre, oui, je fais appel à la proprioception, mais si je m'équilibre les yeux ouverts, par exemple, je fais plutôt très largement appel à la vision. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens confondent très souvent proprioception et équilibre. Et donc, je te dis, hein, tu tapes sur Google exercice de proprioception cheville, je te fais le pari que les 50 premières images que tu vois, c'est quelqu'un qui est debout en équilibre sur un plan instable, sur un truc qui bouge. Or ça, on sait que ça cible pas la proprioception de la cheville. La proprioception de la cheville, si tu veux la mesurer, la tester, euh, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. C'est plus compliqué que juste tenir en équilibre et regarder s'il tient bien. Il faudrait par exemple mesurer, on fait beaucoup ça nous, ce qu'on appelle le sens de la position, ce qu'on appelle la kinesthésie. C'est-à-dire que tu mets, alors la bonne nouvelle c'est que dans vos téléphones vous avez plein de petits capteurs maintenant, c'est gratuit. Et dans ton téléphone tu mets l'application angle ou mesure, et puis tu viens positionner la cheville de ton sujet dans une position, les yeux fermés. Tu lui demandes de maintenir cette position, ou alors tu fais la même chose avec l'autre cheville. Et puis ensuite, tu lui demandes de bouger et de revenir dans cette position, ou de viser, entre guillemets, la position de la cheville opposée. Et puis tu mesures l'erreur qu'il a fait entre la position de départ et la position d'arrivée. Bah ça, c'est un indicateur direct de la proprioception de la cheville. Et on sait par exemple que le fait de faire des grandes erreurs de repositionnement, c'est-à-dire que tu penses que tu es ici, si ça c'est mon pied,
Tu fermes les yeux, je te demande de maintenir cette position, tu fermes les yeux, hop, tu bouges et puis tu remontes, et puis tu vas te mettre ici. Là, tu as fait 5 degrés d'erreur. 5 degrés d'erreur, c'est une très grosse erreur d'un point de vue proprioceptif. Une cheville, en moyenne, elle fait 2 degrés d'erreur, comme à peu près toutes les articulations du corps. Sauf que t'imagines que quand tu cours, ou quand tu fais du basket, par exemple, tu regardes pas tes pieds. Donc, en fait, c'est ce que je te disais, c'est complètement inconscient. Ta cheville se pose en fonction des différentes habitudes qu'elle a eues. Sauf que quelqu'un qui fait 5 degrés d'erreur, si en plus elle est fatiguée, comme tu disais tout à l'heure, ou elle doit gérer un ballon qui arrive, il y a un adversaire, il y a de la pression, il perd le match, c'est une finale, et ben cet inconscient, il va faire des erreurs. Le système nerveux fait beaucoup d'erreurs. Et sauf que se tromper de 5 degrés, quand tu mets le pied sur le sol, et encore plus si tu mets le pied sur un adversaire, bah tu passes de pas d'entorse à une entorse. Donc l'erreur de positionnement, c'est un indicateur important de la proprioception, et c'est un facteur majeur de blessure. On avait une athlète il y a quelques années, et on avait une athlète qui par exemple faisait 12 à 15 degrés d'erreur de repositionnement. Donc pour elle, que sa cheville soit à plat ou à 15 degrés inclinée, elle faisait absolument pas la différence. Et elle avait une force de malade, elle, par exemple. Donc elle, ça sert à rien que je m'évertue à essayer de bosser sa force. Le problème, il vient pas de là. C'est qu'elle, elle est perdue, elle ne sait pas où est sa cheville. Donc on est obligé de travailler ça, on rééduque ça, et on passe de 15 degrés d'erreur à 2 degrés d'erreur, et puis bah elle te dit, bah ça y est, je me fais plus d'entorse. Bah ouais, parce que tu sais où sont tes chevilles. En fait. Donc la proprioception, c'est ça. Et c'est aussi, je te le disais un peu, ce qu'on appelle le sens de la force, justement. Par exemple, tu demandes à un patient donc tu utilises un dynamomètre, tu lui demandes de faire une éversion maximale contre résistance en isométrique. Et puis il va te mettre, j'en sais rien, 100 newtons, admettons, peu importe. Et tu lui dis, bah maintenant, mets-toi à 20% de cette force-là. Et là, il va te faire 60 newtons. Et lui, il a l'impression d'être à 20% de sa force. Là, il est à 60% de sa force. Tu lui redemandes de recommencer, et là, il va te mettre 25 newtons. Tu lui dis, non, mais je t'ai demandé de faire la même chose. Et il dit, mais c'est la même chose. Et lui, il a l'impression réellement que c'est la même chose. Il n'a pas de problème de force. Hein. Il est capable de mettre des grosses intensités de force. Mais il n'est pas capable de savoir combien il met de force. Ça, c'est de la proprioception. C'est encore une fois ce qui remonte au niveau du cerveau. Et on a montré que les instables de cheville étaient complètement perdus sur leur capacité à produire de la force. Ça, c'est aussi une qualité proprioceptive importante. Mais pour avoir un peu plus d'informations, quand tu disais 15 degrés de différence, j'ai pas très bien compris sur, par exemple, quel exercice. Enfin, tu me disais, tu bouges ta cheville et tu lui demandes de revenir en position initiale, mais concrètement, c'est par exemple quoi? Tu le mets sur une surface plate qui est un peu inclinée, tu lui demandes de Non, lever le pied. tu l'assois le pied dans le vide. Tu l'assois sur une table, le pied dans le vide. Il regarde pas son pied. Toi, tu lui prends son pied et tu lui amènes dans une position. Là, tu as une valeur. Tu lui dis, tu retiens cette position, c'est bon? Ouais. Maintenant, tu lui amènes le pied en bas où il le fait tout seul, il relâche son pied et tu lui dis, remonte, remets-toi dans la même position. Ok. Et tu mesures le décalage, le delta qu'il y a entre ces deux positions. Et si tu le fais chez quelqu'un qui va bien, chez un sujet sain, tu vas voir qu'en moyenne, il va faire 2 degrés d'erreur. 1, 2 degrés, voire 0 parfois. Ça, c'est une proprioception qui est bonne. Et puis, il y en a d'autres. Je te donne l'exemple de l'athlète dont je te parlais. Elle faisait 15 degrés d'erreur. Donc, en fait, elle a aucune idée d'où est sa cheville. Oui, ok. En fait, il ferme les yeux pour ne pas avoir l'aspect visuel. Et en fait, c'est d'arriver à situer sa cheville dans l'espace, Ouais. de retenir où elle était à l'instant T. Et maintenant, tu relâches et il doit se remettre à ce même endroit sans repère visuel. Tu sais, ça, ce que tu viens de me dire, c'est la définition exacte de la proprioception. C'est être Mmh. capable de savoir où est son corps dans l'espace. Pour faire assez simple. Et du coup, on en vient un peu à la thématique des surfaces instables parce qu'il y a énormément de vidéos, même dans des grands clubs encore maintenant, qui utilisent tout ce qui est Bosu, etc. Après, ils te disent pas dans quel but. Donc voilà, mais on peut se douter que parfois c'est dans le but de travailler la proprioception de cheville, justement. Quoi penser de ce type de travail? Est-ce que c'est un intérêt pour la cheville? Est-ce que ça a peut-être un intérêt sur du gainage ou un travail de contrôle moteur sur la hanche? Eh ben, t'as répondu, en fait. Tant qu'on sait pas pourquoi ils font ça, on peut pas juger si c'est bien ou pas.
C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que quand tu t'équilibres sur le sol, stable, et que tu as les yeux fermés, globalement, ton système nerveux, il utilise très majoritairement les informations proprioceptives qui arrivent de la hanche. En moyenne, c'est 80%. Les yeux fermés, je parle. Quand tu changes de surface et que tu te mets sur un Bosu ou ça a été fait sur Bosu, sur trampoline, sur plateau de Freeman, sur tout ce que tu veux, ton système nerveux, il va réduire l'utilisation de la cheville, parce que, en fait, quand tu es sur un plan instable, si on reprend ce qu'on s'est dit, quand tu es sur ta proprioception te permet de savoir comment est positionnée ton articulation. Et à partir de là, elle va informer le système nerveux central. Quand tu es sur un plan stable, sur le sol stable, l'angle qu'il y a entre ta cheville et ton tibia, globalement, te donne la position de ce qu'il y a au-dessus. Tu me suis? Si jamais l'angle se ferme, donc tu fais une flexion dorsale de cheville, ça veut dire forcément que tu es en train de te pencher en avant, puisque le sol est stable. Okay? Donc tu peux déduire globalement la position de ton corps à partir de l'angle de ta cheville. C'est ce qu'on appelle le pendule inversé, le principe du pendule inversé. Si maintenant tu fais ça sur un sol instable, qu'est-ce qui se passe? Si ta position de cheville change, soit c'est parce que tu es en train de te pencher vers l'avant, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu fais une flexion dorsale de cheville, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que ton pied est en train de s'enfoncer dans le Bosu. Et ça, ta cheville, elle peut pas répondre à ce problème-là. Donc ça veut dire que l'information qui arrive de la cheville ne permet pas de correctement organiser la posture, pour faire un peu grossier. Donc qu'est-ce qu'il va faire le système nerveux central? Il va dire, ok, j'ai une information qui arrive, mais je sais que cette information, elle peut être trompeuse. Donc il est pas con, ton système nerveux central, il va dire, je vais aller voir ce que me disent les autres informations, les autres zones articulaires, notamment la hanche. Et la hanche, si la hanche avance, ça veut dire que tu es en train de te pencher en avant. Si la hanche n'avance pas, eh ben ça veut dire que c'est toi qui es en train de t'enfoncer dans le Bosu. Donc si tu veux, ça c'est un phénomène qui est assez connu, qui s'appelle la repondération proprioceptive. Ça veut dire que ton système nerveux, dans une condition donnée, il est capable de choisir l'entrée proprioceptive qui est la plus adaptée. Et donc, si on reprend ce qu'on disait depuis le début, si tu passes d'un sol stable à un sol instable, ton système nerveux central, il opère une repondération proprioceptive et il va moins utiliser la proprioception de la cheville. Ok ? Ça veut dire que si toi, ton objectif en rééducation et en réathlé, c'est de travailler la proprioception de la cheville, alors c'est un exercice qui est absolument pas adapté. Par contre, si tu as une bonne proprioception de la cheville, qu'on a testé, comme je t'expliquais tout à l'heure, et que ton patient ou ton athlète, il est bon là-dessus, mais que tu veux travailler, entre guillemets, son contrôle postural, son équilibre au sens large, éventuellement son gainage du pied, si tu préfères, ou même son activité musculaire globale, toutes les activités que tu me disais tout à l'heure. Alors oui, cet exercice, il peut être intéressant. Mais c'est pour ça que tu as commencé en me disant, même si on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, bah, si on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, on ne sait pas si l'exercice il est pertinent. Donc si je résume, j'essaye d'être le plus clair possible. Si ton patient a un problème de proprioception et que tu veux le travailler, cette proprioception, alors tu le mets pas sur un plan instable. Si par contre, ton patient, il a une bonne proprioception et que tu veux plutôt travailler l'équilibre, qui est une autre compétence, l'équilibre, c'est pas la même chose que la proprioception, alors ça peut avoir un intérêt. Le piège, c'est de vouloir travailler la proprioception de cheville sur un plan instable. Hyper intéressant. Ça éclaire pas mal, je trouve ça vraiment très bien. Mais par exemple, si imaginons donc tu observes qu'il y a un manque de proprioception de la cheville, est-ce que par exemple faire du side hop les yeux fermés te permet de le travailler en te disant ton objectif c'est d'atterrir au même endroit à chaque fois sur les deux latéralités? Ça te fait travailler certes la cheville en dynamique, mais aussi l'aspect proprioceptif parce qu'il doit être capable de retenir l'endroit où il atterrit à chaque fois. Ou c'est que du travail sur la chaise, les yeux fermés, tu viens monter et il essaye petit à petit d'arriver à faire ça. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que faire de l'équilibre sur un Bosu, si tu veux travailler la proprioception. Après, c'est une question de progression. C'est toujours pareil. Si je reprends l'exemple de mon athlète là qui avait ses 15 degrés de déficit, si je le fais faire du side-up test les yeux fermés,
je prends le risque qu'elle se blesse. Donc je vais commencer par quelque chose de plus simple, comme tu le disais tout à l'heure. On peut travailler avec des lasers, tu sais, t'accroches un laser sur le pied, et puis tu lui demandes avec son pied de faire bouger le laser et de viser des trucs, des choses comme ça. Et on commence en décharge très simple. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir que ça progresse, c'est une bonne nouvelle, on progresse vite en proprioception comme en renforcement musculaire. Et donc après, je vais pouvoir passer aux étapes d'après. L'avantage du side-up test, comme tu décris, c'est que c'est à la fois une position du pied, mais aussi la capacité à propulser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu te rappelles, je te disais tout à l'heure, il y a des patients, tu leur demandes de faire 20% de leur Fmax, et ils vont te faire 70% de leur Fmax. Et ben là, si tu lui demandes de viser là-bas, les yeux fermés, et qu'il te produit 70% de la Fmax à la place de 20%, il va arriver 3 mètres trop loin. Donc, c'est un autre moyen aussi d'évaluer sa capacité à produire de la force, à stabiliser, à connaître sa position dans l'espace. La seule différence, c'est que c'est plus risqué et plus dangereux. Donc, globalement, c'est quelque chose que tu vas faire plutôt en fin de rééduc, en fin de réathlé. Alors qu'un patient qui se fait une entorse il y a 4 jours, tu vas pas lui faire ça. Mais t'as raison, c'est un exercice qui peut être extrêmement pertinent pour ça. Ce qui veut dire que, est-ce que avec des athlètes, par exemple, qui reviennent, enfin, tu veux faire des tests à des athlètes, tu mets en place le side-up après avoir fait des petits tests de proprioception assis Et ouais. pour être sûr que ton test ne va pas peut-être le mettre en danger de se faire potentiellement une entorse s'il a aucune capacité proprioceptive. Ouais, tout à fait. Ben, le side-up test, ça fait partie de la batterie de tests de retour au sport. C'est jamais un truc que je fais en début de rééduc. Pour être bon au side-up test, il faut une bonne proprioception, une bonne coordination, une bonne pliométrie. Donc ça se teste avant, en tout début de rééducation. Ensuite, ben, si j'ai trouvé des déficits, je les corrige. Et ensuite, je vais l'amener à faire une tâche difficile. C'est comme si tu me disais, est-ce que tu fais faire du développé couché au max à quelqu'un qui est en début de rééducation d'une lésion du pectoral, tu vois? Non, l'exercice, il va être trop dur. Il faut d'abord voir est-ce qu'il peut, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a encore de la force. Il aura certainement pas beaucoup de force, donc on va commencer gentiment. Et puis à la fin, on va aller sur un truc un peu plus global. Et si on va encore plus loin, est-ce que tu lui fais faire un shoot à pleine vitesse ou handball? Bah non, tu t'es d'abord assuré qu'il a récupéré ses amplitudes, qu'il a plus mal, qu'il a de la force, tu vois. Le side-up test, c'est un test un peu global, assez dangereux sur la cheville d'ailleurs, il met beaucoup de contraintes sur la cheville. Avant de lancer un patient dans un side-up test, tu t'assures que il fait plus 15 degrés d'erreur au niveau de la cheville, sinon tu vas le planter, c'est à peu près certain. Mais même là, je parle hors blessure. Si par exemple, tu as envie de tester la capacité de l'athlète sur sa cheville, donc pas du tout de patho, est-ce que obligatoirement c'est un prérequis entre guillemets le test assis pour pouvoir faire du side up pour pas mettre l'athlète face à peut-être une possibilité d'entorse? Ok, alors j'avais mal compris, autant pour moi. Bah non. Par contre, tu peux avoir le raisonnement inverse, c'est-à-dire tu lui fais passer, je prends l'exemple de l'Ankle Go, on en a parlé. Nous, on l'a développé aussi pour ça, c'est-à-dire que tu lui fais passer ses tests et tu vois qu'il est pas bon à ses tests. Il faut que tu te poses la question de pourquoi est-ce qu'il est pas bon. Et si tu vois qu'il est pas bon au side-up test, qui te dit qu'il a de l'appréhension, que ça arrive qu'il se torde les chevilles un peu de temps en temps, tu sais, ce qu'on disait des giving way, et puis oui, il s'est fait une entorse il y a très longtemps, par exemple, ok, bah tu peux dire peut-être qu'il est pas bon parce qu'il n'a pas une bonne proprioception. Donc si tu suis un athlète et que tu vois qu'il est en difficulté sur l'Ankle Go, tu dois être capable de dire, alors, attends, qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi il est pas bon? Est-ce qu'il est pas bon à cause de la force? Et on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Dans ce cas, tu testes la force. Est-ce qu'il est pas bon à cause de la proprioception? Tu testes tout, et puis tu dis, bah, en fait, il est pas bon à cause de tel paramètre. Et donc là, oui, ça, je vais le bosser. Et ça, en fait, on utilise souvent des tests un peu globaux comme ça, qui te donnent une idée, et tu vois qu'ils sont pas bons. Et après, tu dois raisonner en disant, qu'est-ce qui fait qu'il est pas bon? C'est quoi la raison qui pourrait expliquer? Je prends l'exemple du SEBT, on change. Qu'est-ce qui fait qu'il est pas bon sur le SEBT, le Y là? Tu regardes un peu, tu te dis, mais il est nul, il va pas loin devant. Tu vois, il va pas dans la direction antérieure, il va pas très loin. Ok, bah on sait que 60% de la perf de la direction antérieure, elle est liée à ton amplitude de flexion dorsale de cheville. Donc moi j'ai un patient, enfin j'ai pas un patient, j'ai un athlète qui vient, qui est nul au SEBT, je regarde dans quelle direction il est nul devant, ok, devant je sais que 60% de la perf devant, c'est la flexion dorsale de cheville. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais tester la flexion dorsale de cheville. Elle est bonne, ok, il y a une autre raison. Bon, je teste, je cherche, et je te ça c'est un vrai cas. Je teste ça, la personne elle a pas de problème de flexion dorsale de cheville, et en fait je me rends compte qu'elle a un déficit de force monstrueux du quadriceps en excentrique.
Donc elle peut pas aller devant, elle peut pas freiner, aller toucher et revenir, tu vois. Mais, donc en fait, on utilise un test global et le SEBT, le gros avantage, c'est qu'il teste beaucoup, beaucoup de qualités en même temps. C'est pour ça que nous, sur l'Uncle Go, il est coté très, très fort. Il marque 7 points sur les 25. Parce qu'en fait, avec le SEBT, si tu sais bien le faire et bien l'interpréter, tu peux déjà aller très loin dans les potentiels déficits que tu vas repérer chez ton patient. Et donc, chez cette joueuse-là, en l'occurrence, c'était une joueuse de hand de haut niveau, elle était nulle sur le SEBT, et en fait, au bout du compte, quand on l'a testée, elle avait 25% de déficit de force excentrique sur son quadriceps. Alors que c'était une joueuse pro qui jouait, qui était pas blessée. Mais ça, on sait que c'est un facteur majeur de blessure. Tu vois. Donc oui, tu peux partir chez des sujets sains, tu peux partir de tests fonctionnels, repérer des déficits sur ces tests fonctionnels et essayer de comprendre pourquoi il y a ces déficits. Mais ça t'oblige à bien connaître la motricité humaine et ben là, en l'occurrence, c'est mes thématiques de recherche. Mais oui, tu peux effectivement chercher des déficits sur un test fonctionnel. Mais on peut par exemple entendre qu'un manque de dorsiflexion de la cheville peut augmenter le risque pour les entorses. Déjà, est-ce que c'est vrai ou pas? Et si oui, j'avais cru entendre que en fait un manque de dorsiflexion, ça peut venir de plusieurs choses différentes et comment justement l'améliorer, ça va dépendre de la cause de ce manque de dorsiflexion. Ouais, bah là, tu as le super bon raisonnement, on est d'accord. Effectivement, si on part du global, on sait qu'un mauvais score au SEBT, c'est un facteur de risque de blessure. Ok. Si on zoome et qu'on prend l'exemple, ok, il est pas bon au SEBT, j'essaie de comprendre pourquoi. Tiens, je tombe sur cette histoire de flexion dorsale. En fait, il est pas bon devant. Et t'as raison, le fait d'avoir une flexion dorsale de cheville limitée, c'est à moins de 35 degrés de flexion dorsale, tu multiplies par 6 ou 7 le risque de blesser sur la cheville. Donc oui, il y a un risque qui est majeur en faisant ça. La question d'après que tu soulèves, elle est hyper pertinente, c'est mais attends, pourquoi il a un manque de flexion dorsale? Là, globalement, il y a deux grosses possibilités. La première possibilité, ça c'est plutôt chez des gens qui ont déjà des antécédents d'entorse, c'est qu'ils ont une mauvaise mobilité de la cheville. C'est vraiment un problème articulaire. C'est-à-dire ils ont un talus qui a tendance à plutôt être antériorisé, donc on va faire de la thérapie manuelle et puis on va travailler là-dessus. Et puis l'autre possibilité, c'est plutôt des problèmes un peu tendineux, de raideur tendineuse, de conflit. Donc soit c'est ton triceps, ton tendon d'Achille entre guillemets qui est raide, donc ça passe par des étirements. Soit ça peut être ton tendon du tibial post, tu as un conflit au niveau de ton tibial postérieur. Ça peut être ton long fléchisseur de l'hallux au bout, qui est aussi avec un conflit. Ça peut être les fibulaires, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc tu vois, en fait, tu descends à chaque fois. Tu t'es parti d'une observation, tu t'es rendu compte que ça c'était un facteur de risque, tu te poses la question, ah bah tiens, il y a ça, bah ça aussi c'est un facteur de risque, et tu redescends. Et tu dis, ah ouais, mais ça c'est lié à ça. Et du coup, en fonction de ça, tu retombes sur les déficits de ton patient, et tu dis, ou de ton sportif, et tu dis, si je veux limiter le risque de blessure, c'est vers là qu'il faut que j'aille. C'est chez son déficit à lui. Et ça, est-ce qu'il y a des petites astuces pour savoir si ça vient plus au niveau du talus, donc en antérieur, ou plus au niveau du triceps sural en postérieur? Ouais, tu fais un test qu'on appelle, alors le nom en anglais, les bars, c'est le weight bearing lunge test. C'est le test de fente, tu sais, le genou qui touche le mur. Là. Et tu mesures la distance entre le pouce et le mur. Tu vois ce test-là? Tu fais ce test-là, tu demandes à la personne de se mettre face à un mur, de toucher avec son genou contre le mur sans décoller son talon. Puis il doit reculer le plus possible son pied. Et à un moment donné, il va dire, je peux plus, il y a mon talon qui se décolle. Ok, tu compares par rapport à l'autre côté, tu te rends compte qu'il y a un gros décalage entre les deux, par exemple. Et là, tu vas lui demander, ok, mais qu'est-ce qui te gêne? Pourquoi tu peux pas aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche qu'est-ce qui te force à décoller le talon? Et là, il va te répondre 4 possibilités, on va dire. La première possibilité, c'est qu'il dit ça me gêne dans le pli de la cheville, devant, dans l'interligne articulaire, devant. Ça, c'est le talus. Et c'est, en règle générale, allez, c'est pareil, je suis pas sûr que j'ai des chiffres extrêmement précis, mais par expérience, c'est 60 à 70% des gens qui vont me dire ça. Qui vont dire ça me gêne dans le pli du pied, en fait, je suis coincé là. Il y en a d'autres qui vont dire ça me tire dans le tendon d'Achille, direct, quand je fais ça. Bon, là, tu vois, t'as la réponse à ta question, c'est peut-être son tendon d'Achille qui est raide. Et puis il y en a qui vont dire, moi ça me tire plutôt sous la malléole médiale. Ça c'est le trajet du tibial postérieur, et puis il y a pas très loin, il y a le long fléchisseur de l'hallux. Donc tu vas rajouter une contrainte, tu vas tirer sur son doigt de pied, sur son pouce, tu vas le relever, et tu vas lui demander est-ce que ça c'est pire ou pas. Si c'est pire, c'est que c'est son long fléchisseur de l'hallux qui a l'air de poser problème. Et puis il y en a qui vont me dire, mais c'est plus rare, ça me gêne derrière la malléole latérale.
Et ça, c'est le trajet des fibulaires, des deux fibulaires. Donc c'est peut-être un problème qui vient de là. Donc on n'est jamais sûr à 100%, mais encore une fois, on fait un test, retest. J'évalue, j'ai cette hypothèse, est-ce que ça augmente, ça s'améliore? Ouais, ça a l'air d'être ça le problème. Ouais, c'est intéressant pour savoir en fait d'où vient le problème, mais aussi comment faire en sorte que tu aies une meilleure dorsiflexion. Parce que si tu fais du travail sur plus focus talus, alors qu'en fait le problème il vient de l'autre côté, tu vas peut-être travailler 3 mois sans progresser. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que tu le testes et après ton traitement, tu le retestes. Il n'a pas progressé, c'est que tu t'es planté probablement. Ou alors, t'es pas bon dans le choix de tes exercices. Mais soit ton axe est pas bon, soit tes exercices sont pas bons. Ouais. Et tu parlais de 35 degrés comme une valeur qui est une bonne amplitude de dorsiflexion. Est-ce que si par exemple on a un athlète qui il a les 35 degrés sur les deux chevilles, mais par exemple sur une cheville il est peut-être à 36 de valeur et sur l'autre à 45, est-ce que c'est un problème et il faut chercher à vouloir équilibrer droite-gauche parce qu'on va partir du principe qu'il y a une trop grande différence entre les deux? Ou c'est pas un souci parce qu'il a bien les 35 types? Ouais, alors c'est plus même 40 qu'il faut viser comme amplitude, tu sais, avec les inclinomètres là, ce qu'on disait. Mais effectivement, t'as raison. Tu peux avoir des gens qui sont constitutionnellement avec de faibles amplitudes, par exemple. Par contre, t'as raison. Si t'as un gros écart entre les deux, ça c'est aussi considéré comme un facteur de risque. Une asymétrie gauche-droite, il faut essayer de comprendre pourquoi elle est là. C'est toujours pareil. Est-ce que si tu creuses un peu, tu dis mais t'es sûr que tu t'es jamais blessé? Et puis là il dit ah si en fait je me suis fait plein d'entorses. Et voilà, en fait tes 10 degrés d'écart ils viennent de là, ils viennent de ces antécédents de blessure. Ou alors il dit non vraiment je me suis jamais blessé. Quel sport il fait? Est-ce qu'il y a une explication sur je sais pas une raideur qui serait plus marquée parce qu'il fait je sais pas, je suis pas spécialiste mais du triple saut par exemple, tu vois? Des sports qui seraient très asymétriques. Il n'y a pas de raison constitutionnellement que tu aies 10 degrés d'écart d'amplitude de flexion de cheville. Donc il faut que tu essayes de trouver pourquoi. Et puis si il a 10 degrés de plus d'un côté, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à lui retrouver peut-être pas 10 degrés, mais des valeurs qui se rapprochent de ce côté-là. Et est-ce que si on a des personnes qui sont de nature à avoir une grosse laxité au niveau de la cheville, qui vont avoir la cheville qui part comme petite entorse, mais au final rien de bien méchant parce que voilà, ils ont cette laxité qui permet d'avoir la cheville qui part, et alors qu'une personne qui ne serait pas laxe aurait une entorse à ce moment-là, est-ce que ça c'est à banaliser ou pas? Alors ce que tu décris là, c'est ce on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des giving way ou des épisodes de dérobement. C'est la cheville qui lâche, on utilise ce terme-là. Ça signe quand même un problème. Il y a un problème. Tu te rappelles la définition d'un patient Copper? Donc c'est quelqu'un qui guérit complètement. Un patient Copper, c'est quelqu'un qui ne présente plus ces épisodes de dérobement. Donc s'il les garde, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et souvent, c'est soit parce qu'il pose mal son pied, soit parce que il met du temps à réagir, ou tu vois, il pose son pied mais il n'y a pas de force qui se produit, donc ça peut partir. Soit d'un point de vue cognitif, il réagit pas assez vite. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Et donc c'est pas quelque chose à banaliser. Quelqu'un qui fait des épisodes. Alors si c'est que ça et que il a pas mal, il est vraiment pas gêné, bon, tu vas peut-être pas te prendre trop la tête là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Parce que encore une fois, un vrai patient Copper ou un sujet sain, il a pas ces épisodes de giving way. Mais honnêtement, dans l'expérience que j'ai jamais croisé de gens qui faisaient que des épisodes de dérobement. Au bout d'un moment, il y a une entorse qui va arriver. Ouais. Et on parlait du travail sur Bosu, mais non, est-ce que faire du travail sur, tu vois, les planches inclinées, mais de surface plate, type slant board, etc., est-ce que ça, tu y vois un intérêt de, par exemple, le faire en isométrie, donc pour avoir la cheville qui est en inversion ou éversion, mais aussi du travail dynamique, être sur le sol, rebondir dans cette position d'inversion-éversion. Est-ce que ça a un intérêt plus important en termes de prévention que du travail, par exemple, sur surface instable type Bosu? Alors ça peut être deux objectifs différents, mais effectivement, moi je travaille beaucoup sur les plans inclinés, être capable de sauter d'une zone plate, réceptionner sur le plan incliné. Mais ça, t'imagines bien par rapport à tout ce qu'on s'est dit, s'il y a quelqu'un qui fait encore une fois 15 degrés d'erreur, s'il rajoute 15 degrés d'erreur, il va se planter. Ou alors, s'il a un énorme déficit de force
et que tu le fais réceptionner sur le côté, si tu veux qu'il tienne, il faut qu'il ait des fibulaires qui soient béton et un moyen fessier qui soit béton. Donc oui, c'est un super exercice, surtout si ben t'as des profils sportifs qui sont amenés à gérer ça. Toi, t'es dans le basket, si tu dois tu réceptionnes sur le pied d'un adversaire. Nous en hand, on appelle ça une soupe de pied. Tu vois, dans la zone là, ça, il y a des pieds un peu partout. Tu mets ton pied sur le pied d'un adversaire. Bah, si t'es capable de entre guillemets l'entraîner, c'est-à-dire que le pied finalement, tu sais qu'il va pas trop partir, il est tenu, il a de la force, ça a un vrai intérêt. C'est pas nécessairement du contrôle postural, si surtout tu fais des réceptions dessus. Par contre, ça t'empêche pas à côté de travailler sur Bosu si tu vois que ton patient il a un très mauvais équilibre qui vient pas que de la proprio, tu vois. Tu peux coupler les deux. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut jamais faire de Bosu. Je dis juste qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. C'est quoi les objectifs qui se cachent chacun derrière pardon, les objectifs qui se cachent chacun non, j'arrive pas à le dire. Derrière chacun des exercices. Ouais. Parce que du coup, moi, j'ai cette vision de me dire, bah, on sait que, allez, 9 entorses sur 10, ça provient en mouvement d'inversion, si je ne me trompe pas. En fait, Ouais. si tu renforces ce mouvement d'inversion au fur et à mesure, si par exemple, bon, ça mettra du temps évidemment, mais si tu as un sportif qui est capable de, par exemple, faire un drop jump, réception, inversion, c'est un peu extrême, mais à 20 cm, 30 cm, en fait, le jour où il est en match et qu'il fait un saut et qu'il retombe sur un pied et que son pied part en inversion alors qu'il a une chute de plusieurs dizaines de centimètres, bah, si tu l'as entraîné, ses tissus sont suffisamment forts que pour arriver à subir ce mouvement d'inversion sans se blesser. Alors, en tout cas, je pense que si tu le fais travailler et qu'il n'arrive pas à le faire, il y a peu de chances qu'il y arrive en match. En tout cas, on peut le prendre dans l'autre sens. Donc, je suis d'accord avec toi. Par contre, je suis pas sûr, je suis même plutôt sûr que c'est pas ses tissus. Enfin, il faut pas imaginer que c'est le ligament qui va se renforcer et qui va être capable de tolérer la charge. C'est plutôt ton système nerveux central, encore une fois, c'est lui qui pilote le système, qui va prendre l'habitude de se positionner correctement, d'activer les muscles au bon moment, de recruter les muscles de façon suffisamment forte. Mais ça nécessite d'avoir une bonne proprioception, d'avoir de la force, d'avoir un bon contrôle postural. Donc on revient sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça, tu peux le faire ouais, chez quelqu'un qui va bien ou qui est en fin de rééducation. Mais d'abord, tu dois t'assurer qu'il a les compétences pour faire ce truc-là. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense que ça s'entraîne. Et plus la personne, tu es capable de l'entraîner dans des conditions complexes, jusqu'à du chaos. Tu connais certainement le Control to Chaos de Matt Taverner, là où tu gères l'entraînement on va dire, à la vie de tous les jours en sport, vers de quelque chose de très simple, de très contrôlé, vers quelque chose de complètement chaotique. Plus tu vas l'entraîner à gérer des situations complexes, plus ton système nerveux central va être capable de les gérer quotidiennement, on va dire, en match. Donc, s'il n'est pas capable de le faire tout seul, sans aucune perturbation autour et avec toi en prépa physique dans la salle, s'il n'y arrive pas, il y a de grandes chances que si tu le mets sur le terrain, il n'y arrive pas du tout. Je pense que ça s'entraîne, mais je pense que ça, c'est pas les propriétés mécaniques du tissu qui s'entraînent, c'est vraiment le système nerveux central. Mais du coup, l'objectif à terme, ce serait d'arriver à faire tous ces exercices de plus en plus traumatisants pour la cheville, par exemple sur le mouvement d'inversion, et aussi de l'amener, par exemple, après un gros entraînement qui les a un peu lessivés physiquement et mentalement. Et si là, tu es capable de faire ça, ben, ça montre, entre guillemets, que ta cheville est vraiment prête et ta proprioception est suffisamment forte que pour résister à toutes ces perturbations-là. Ouais, ben c'est ça qu'on appelle le chaos, quoi. C'est-à-dire que tu l'as fatigué cognitivement, t'as aussi peut-être tu l'as entraîné à le faire en même temps qu'il récupérait un ballon. Tu lui demandes de sauter de son drop là que tu disais d'une vingtaine de centimètres, mais en l'air il doit te faire une addition par exemple pour obliger le système nerveux à automatiser la commande motrice en bas. Oui, ben là, à nouveau, tu es beaucoup plus en sécurité dans des conditions qui vont se compliquer. Parce que en match, ton basketteur, il fait jamais une action où il fait juste sauter. Il saute parce qu'il doit contrer quelqu'un, il saute parce qu'il doit récupérer un ballon. Donc en fait, sa tête, sa vision et son attention, elle est complètement portée sur autre chose que sur sa cheville. Alors que nous, en rééduc et toi en prépa physique, quand tu l'as en face de toi, tu le fais travailler et lui, il a un focus sur sa cheville, surtout s'il a une fragilité là. Donc tu vois, c'est ça le passage de se focaliser à quelque chose où tu rends les choses complètement automatiques, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un contrôle automatique finalement, la proprioception.
mais automatique dans des conditions qui sont en plus des fois hyper complexes parce que tu es fatigué, tu stresses, tu dois gérer des adversaires. Ouais, donc en fait, on peut faire des exercices où, par exemple, ils font des sauts latéraux, frontaux ou même sur place ou juste rester en équilibre avec des passes, avec des informations qui sont autres. Comme ça, il oublie, entre guillemets, sa cheville et Ouais, ça lui permet d'être plus dans la situation de match. Intéressant. bah, c'est ce qu'on fait beaucoup maintenant dans la dernière phase de retour au sport. Et c'est les projets qu'on a maintenant, c'est ce qu'on appelle en fait, on fait des contraintes neurocognitives. C'est-à-dire qu'on oblige le système nerveux à se focaliser sur autre chose comme en match. Donc ce qui marche maintenant beaucoup, c'est la réalité virtuelle, où tu places ton athlète dans cette situation proche du réel, mais il doit quand même réussir à gérer sa cheville. Et puis tu lui fais compter à rebours, bah tu connais tous les systèmes avec les bless pods, les trucs lumineux, on est en plein là-dedans. Bah ça c'est la phase un peu ce qu'on appelle le neurocognitif. Ouais. Mmh. Et quand tu as une entorse, est-ce que toi, tu es pour ou contre l'immobilisation directement au moment où il y a eu l'entorse ou tu es plus partisan de directement remettre la cheville en mouvement dès le début? Ben j'ai envie de te dire ça va être un peu pareil, ça dépend. Tu peux avoir des patients. Alors je suis plutôt contre, c'est-à-dire que on sait que plus tu vas mettre rapidement des contraintes, ce qu'on appelle en anglais le optimal loading, c'est-à-dire la charge optimale, plus tu vas la mettre tôt, plus tu vas bah, forcer le système nerveux à se rééduquer rapidement. La seule contrepartie, c'est que des fois, tu sais pas ce qui se cache dessous. Est-ce qu'il a pas, il vient de se faire une entorse, mais ça se trouve, il a aussi un petit arrachement osseux ou il a un problème dans la capsule. Donc en fait, ce qui va te guider, c'est la douleur. Et en fait, si ton patient, tu le mets debout, il a mal, et ben là, on va le décharger, on va l'immobiliser, etc., etc. Donc t'as un peu cette écoute-là sur la douleur aiguë, tu vois, très récente, où là, tu vas te dire, attends, là, c'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est pas normal qu'il ait mal. Tu vois, un patient, je me suis déjà un peu fâché avec des gens où des gens se faisaient une entorse de cheville et je lui dis, bah vas-y, pose ton pied par terre. Le mec, il a pas mal en fait. Tu lui dis, bah pourquoi je t'empêcherais de poser ton pied par terre s'il y a aucune douleur? Vas-y, éventuellement, on peut te mettre un petit strap, quelque chose qui t'immobilise un tout petit peu. Et moi, je veux que tu bouges. Il peut arriver au contraire que la personne elle est très mal, et ça c'est un signe un peu d'alerte. Il n'y a pas de raison qu'une entorse de cheville fasse très mal tout de suite en charge. Donc si elle te déclare ça, là tu dois te poser des questions et dire attends, c'est pas normal, on va le protéger, on va vérifier ce qui se passe. Par contre, si c'est une entorse de cheville latérale, j'ai envie de dire classique, la mise en charge elle est rarement très douloureuse, et en avant, il n'y a pas de raison, il peut marcher, il peut, sauf encore une fois s'il dit ah non, au bout de, ça fait 10 minutes, tu vois, il se blesse au gymnase, puis tu rentres à l'hôtel, il a marché un peu pour aller au bus, machin, il dit ah non, elle a gonflé, ça me fait vraiment mal. Ok, bon bah là on va réduire un peu les contraintes. C'est ce qu'on appelle le optimal loading, c'est gérer au mieux, mettre le plus de contraintes le plus tôt possible, sans dépasser les capacités de résistance du tissu. Toute la difficulté de gérer ces blessures en aigu. Et est-ce que c'est possible? Je sais qu'on avait le cas l'année dernière, un joueur qui s'était fait une entorse, il avait bien guéri, des soins en kiné, une réathlétisation et cetera. Tout va bien pour les tests, mais des petites douleurs qui persistent. Mais le kiné disait que je sais plus c'était quoi la raison de ces douleurs, c'était plus en interne, mais que c'était entre guillemets normal et qu'il n'y avait pas de souci avec ces petites douleurs qui sont restées, même si, enfin, il n'y a pas de souci de se refaire une entorse. Bah, c'est assez fréquent effectivement d'avoir des douleurs, des petites douleurs, notamment sur le compartiment interne, parce qu'on a des petits œdèmes osseux qui se mettent sur le compartiment interne après une entorse. Donc c'est pas dramatique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la douleur, c'est un énorme inhibiteur de la proprioception et de la force. Donc en fait, quand tu as mal, ton système nerveux, il est perturbé. Donc les informations qui arrivent au cerveau, elles sont un peu plus floues, on pourrait dire comme ça. Et la commande qui part, donc les commandes motrices, sont un peu inhibées. C'est tous les phénomènes d'inhibition motrice. Donc ce qui est certain, c'est de vouloir travailler avec une douleur, surtout si c'est des douleurs un peu articulaires. Tu sais que globalement, en fait, tu vas perdre du temps à terme. Il vaut mieux que tu te concentres sur comprendre d'où vient la douleur et d'essayer de la lever, de l'enlever le plus vite possible, ou éventuellement faire d'autres exercices qui lui sollicitent pas sa douleur, ça c'est facile à faire. Mais par contre, vouloir s'acharner sur une cheville, à travailler, à courir, à sauter, à réceptionner, même à se tenir en équilibre alors que ton patient il a mal, en fait, tes bénéfices ils seront relativement faibles. Et en plus, tu te mets en danger parce que la douleur, elle masque les signaux du système nerveux central. Donc c'est plutôt à risque de faire ça. Et c'est quoi ton avis sur les straps? Parce que je sais que bah, je prends le sport que je connais le mieux, mais
le basket et même, je pense, dans d'autres sports, on peut vite strapper de manière un peu systématique et encore plus peut-être dans le monde professionnel parce qu'on veut protéger l'athlète au risque de se faire une entorse. On préfère mettre deux bons gros straps pour être sûr que sa cheville part pas. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors mon avis, c'est pas que mon avis, c'est un peu ce que dit la littérature scientifique, mais ça correspond pas mal à ce qu'on voit dans la vraie vie. C'est qu'en fait, ça s'appelle la gestion du risque, ça. Si tu fais du basket à haut niveau, tu sais que ta cheville potentiellement elle est à risque. Et pour moi, il faut la strapper ou lui mettre une attelle. Alors je sais que ça va en choquer certains, mais en fait, déjà je m'en fous, mais surtout globalement, quand tu rentres dans une voiture, tu mets une ceinture parce que tu sais que le risque d'avoir un accident, alors il peut être faible, mais par contre, t'as beau être le mec le plus gainé du monde, si ça part et c'est pas comme ça que tu vas te protéger. Ça sert à rien de mettre un casque et pas de ceinture, par exemple. Donc, mettre une attelle, ça dépend, ou un strap immobilisé, ça dépend énormément de quel est l'environnement de l'athlète. Si c'est quelqu'un qui fait de l'aviron, c'est complètement con de mettre une attelle. Si c'est quelqu'un qui fait du handball, du basket à haut niveau, ben ouais, surtout si en plus il a des antécédents d'entorse, il met son attelle pendant son match. Le rapport bénéfice-risque, il est largement en faveur du bénéfice pour la cheville. Maintenant, ce qu'on sait, et ça c'est des travaux qu'on vient de soumettre justement, c'est que les effets du strap, ils sont pas aussi clairs, et de l'attelle d'ailleurs, c'est pareil, aussi clairs que ça. Je te donne un exemple. On a pris des patients qui avaient de l'instabilité de cheville, qui souffraient d'instabilité. On leur a fait passer le ankle go et on l'a fait en conditions normales, en conditions strappées et en conditions attelle. Donc des athlètes qui étaient en train de reprendre vraiment le terrain, donc des basketteurs notamment entre autres. Et puis, alors on l'a fait de manière randomisée, ils faisaient pas tous dans le même ordre pour pas qu'il y ait d'effet fatigue. Et on a regardé quel effet ça avait sur le score. Et donc là, notre hypothèse, c'est que ça allait améliorer le score avec la tête et le strap. Et oui, ça a amélioré le score, mais quand on a regardé pourquoi ça a amélioré le score, quels étaient les composants de l'Ankle Go qui étaient améliorés, ça a été une grosse surprise. En fait, ils sont pas meilleurs sur tous les tests fonctionnels. Ils sont pas meilleurs au SEBT, ils sont pas meilleurs au side-up test, ils sont pas meilleurs au figure en 8 et ils sont pas meilleurs à l'équilibre. Ils sont pas moins bons, cela dit. Par contre, ils sont meilleurs sur tous les aspects psychologiques. La confiance dans la cheville, la peur de se reblesser, le ressenti de stabilité de cheville quand ils font les tests. Et en fait, on n'est pas les premiers à avoir mis en évidence ça. Il y a quelques travaux qui l'ont déjà montré, qui montrent qu'il y a un énorme effet psychologique de ressenti, de perception de la cheville, de la fonction, indépendamment de vraiment la capacité de la cheville à être stable et à se stabiliser. Donc moi, je suis favorable à la pose de strap et la pose d'attelle, surtout dans les phases de retour au sport, pour accompagner le côté psychologique. Surtout chez des patients qui vont se mettre à risque de par leur pratique sportive. Chez quelqu'un qui va faire un petit jogging un peu tout seul, tu vois, qui est actif mais qui fait sa petite course à pied tranquille le long d'une piste d'athlée, eh ben elle s'est fait une entorse de cheville cette personne-là. Oui, sur les premières phases, les premières courses, on va la strapper. Mais par contre après la gestion du risque, globalement, elle est relativement faible et donc je vais lui dire bah si vous vous sentez, vous pouvez enlever la tête. Si c'est la même personne mais qui me dit moi je fais plutôt du badminton, ok bah là je vais être beaucoup plus exigeant. Et je garde en tête qu'il y a un énorme côté psychologique sur le strap qui est pas néfaste, hein, il existe, il faut le prendre en compte. Mais est-ce que, parce que si, quand tu mets un strap, ça veut dire que ton amplitude de mouvement de la cheville est amoindrie. Est-ce que ça a pas aussi des impacts négatifs sur ta capacité à changer de direction, à accélérer rapidement, à sauter, peut-être là où ta cheville a besoin de toute son amplitude et tu viens peut-être la priver de quelques degrés avec justement ce strap? Eh ben écoute, dans la littérature c'est absolument pas montré ça. Globalement alors déjà il faut garder en tête qu'un strap, si tu prends le basket, le rugby, les sports co, il y a beaucoup d'études là-dessus. Un strap, mécaniquement, ça tient 20 minutes, à peine. Au bout de 20 minutes, il n'y a plus d'effet mécanique, il y a tellement de contraintes dans la cheville. Une attelle, c'est un peu pareil, mais ça dure plus longtemps, quand même. Mais par contre, ben, en tout cas, nous, sur nos données et sur la littérature que j'ai vue, il y a très très peu d'effets négatifs du strap en termes de perf. Donc ça, on peut quand même, encore une fois, c'est un rapport bénéfice-risque. Et j'ai peu vu de personnes qui se plaignaient
et objectivement sur lequel on mesurait une diminution de la perf. Donc je pense qu'on peut être confiant à dire à nos patients non, il faut te strapper dans ces conditions-là ou il faut te mettre une attelle à la rigueur. En fait, au final, l'attel, si ça a bien l'aspect psychologique parce que si ça tient que 20 minutes, c'est-à-dire que si tu mets logiquement, tu devrais peut-être mettre le strap juste avant de démarrer le match, sauf qu'habituellement, il est mis avant l'échauffement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu dans ton match, ton attel te sert déjà ou ton strap te sert plus à rien, mais dans ta tête, psychologiquement, tu te dis, j'ai un strap, donc je suis plus fort en termes de Ouais. stabilité. Mais je vais même aller plus loin que ça. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de faire ce que j'appelais des straps placebo. C'est-à-dire que je faisais des straps où je faisais des tours d'attelle de jambes. Je passais dans des endroits où mécaniquement ça ne servait absolument à rien. Il y avait juste cette sensation de compression et de strap. Et la personne me disait ouais bah c'est bon, ça va, ça tient, je le sens bien quoi. Alors que mécaniquement mon strap il avait aucun rôle. Tu vois, t'as vraiment cette part psychologique et c'est maintenant assez bien avéré dans la littérature. Mais du coup, toi, tu conseillerais donc de strapper même pour des joueurs, par exemple, qui n'ont pas d'antécédents d'entorse? Non, alors ça peut être un peu différent. Là, moi, je te parlais dans le cadre de personnes qui reviennent au sport et qui reviennent après une entorse de cheville. Quelqu'un qui s'est jamais fait d'entorse de cheville, qui joue au basket depuis 10 ans et qui est à bon niveau, bah, déjà, ça va être dur de le convaincre de mettre une attelle. Tu peux lui en parler, tu peux lui dire, écoute, t'es dans un sport où techniquement, t'es à risque de blessure. Moi, je pense que ce serait pas déconnant que tu mettes une attelle. Si tu dis, bah ouais, pourquoi pas, j'essaye et ça me gêne pas, oui. Si par contre, là, on arrive dans la vraie vie, si par contre il la met et qu'il me dit, moi j'ai l'impression que ça me gêne, tu sais qu'il la mettra pas, ben, ça va être compliqué de le forcer. Mais ça dépend du discours que tu tiens. Si c'est un jeune joueur, encore une fois, il y a ça, hein, un jeune joueur en pôle, tu sais que globalement il est à risque de blessure et que c'est majeur, moi je vais tout faire pour en discuter avec l'entraîneur et pour lui dire, ben, vu son poste, vu ses antécédents ou pas, ce serait bien qu'il mette une attelle. Après, mettre la telle ne signifie pas de ne pas faire de travail préventif autour de la cheville. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est certain et il faut absolument pas se dire bon bah c'est bon, je mets l'attelle donc je fais rien d'autre. Ça c'est on est à peu près certain de ça et c'est bien recommandé dans les recommandations globales de prise en charge de cheville, c'est bien indiqué que l'attelle ou le strap ne remplace absolument pas ni la rééducation, ni la prévention, ni la prépa physique, ça c'est clair. C'est un adjuvant supplémentaire. On sait que quand tu mets une attelle, tu diminues ton risque de te blesser. On sait aussi que quand tu mets une attelle, tu diminues la gravité potentielle de la lésion. Si l'entorse arrive, elle sera potentiellement moins grave, mais ça remplace absolument pas le travail quotidien parce que le risque, et on le voit aussi beaucoup, déjà il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent alors qu'ils sont strappés ou sous attelle. Tu prends Stephen Curry que peu de gens connaissaient avant les Jeux, que maintenant tout le monde connaît au moins de nom. Ça doit être un des plus gros instables de la NBA et quand il se blesse, il est souvent soit strappé, soit avec une attelle. Donc ça ne réduit pas complètement le risque, donc il faut absolument avoir en dessous un système de protection. Et puis encore une fois, j'ai bien insisté en disant, pour moi, l'attelle, elle a une vraie plus-value en match ou dans la pratique. Mais si tu prends tes collègues qui font du basket, tes joueurs qui font du basket, ils vont aller courir de temps en temps dans les bois, et là tu vas pas les strapper. Donc si ils ont une cheville qui a pas de compétences au niveau fonctionnel, ils vont se blesser dans ces situations-là. Parce qu'on avait nous, on avait fait des travaux là-dessus, par exemple chez les pompiers, chez les moniteurs de ski. En fait, ils se blessent pas dans leur activité, parce que les moniteurs, ils ont une chaussure de ski, les pompiers, ils ont des grosses Rangers. Par contre, quand tu regardes, ils se disent, mais moi, j'ai beaucoup d'entorses, ça arrive. Pour les pompiers, quand on joue à la caserne, quand on s'entraîne, quand on va courir, et là, on n'a pas un système de protection. Et les moniteurs de ski, c'est quand ils arrêtent leur saison de ski et qu'ils se remettent à aller jouer au tennis, à aller courir, à aller faire du trail. Donc, avoir une protection type attelle ou strap surtout ne doit pas t'empêcher, encore plus vrai chez des athlètes, de travailler ta cheville comme on l'a dit jusqu'à maintenant. Donc en fait, pour un sujet sain qui a eu ou non des antécédents d'entorse, tu conseilles le strap, par exemple, mais uniquement en compétition, donc en match ou peut-être un entraînement où tu sais qu'il y aura beaucoup d'opposition, mais si c'est un entraînement où il n'y a pas d'opposition particulière, là, tu n'en mets pas. Ouais, c'est ça, c'est encore une fois, c'est la gestion du risque. Au même titre que quand tu vas bouger ta voiture de 50 mètres sur ton parking, tu mets pas forcément la ceinture. C'est vraiment ça la gestion du risque. Après, souvent on me pose la question strap ou attelle. Il y a un peu plus d'effets indésirables du strap, notamment des problèmes cutanés
Le fait de strapper, déstrapper, strapper, déstrapper, ça peut un peu abîmer la peau. Le strap, d'un point de vue mécanique, tient un peu moins, on en a parlé, un peu moins longtemps que l'attelle. Et d'un point de vue financier, ça coûte un peu plus cher en fait de se strapper systématiquement. Par contre, en termes d'effet, c'est exactement la même chose. Donc, on va dire pour un athlète qui fait énormément d'activités, qui doit mettre beaucoup de contention, beaucoup de systèmes de protection, l'attelle, pour plusieurs raisons, a l'air d'être mieux. Et puis, on peut un peu choisir le modèle qu'on veut, quoi. Après, si c'est pas l'athlète qui paye, c'est dans une fédé, s'il est gêné par un type d'attelle en particulier, qu'il n'a pas de problème de peau, tu peux bien mettre ce que tu veux. À partir du moment où c'est bien fait, ça changera. Et ma dernière question, ce serait par rapport à l'instabilité chronique. Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques pour tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, bah, peut-être que l'opération est la meilleure des solutions? Alors ouais, ça c'est une très bonne question. Alors j'ai pas précisé, mais le score Ankle Go qu'on a développé, on l'a développé à 4 principalement, 2 chirurgiens et 2 kinés. Donc les chirurgiens, c'est Alex Hardy à la chirurgie du sport à Paris, Ronnie Lopez qui travaille maintenant à Lyon, à Santi, et puis François Fourchet, un kiné qui travaille sur l'hôpital de la Tour. Et moi, donc on a fait ça tous les 4, donc on collabore énormément sur ces questions-là. Et il y a toujours un peu cette question qui arrive, est-ce qu'il vaut mieux se faire opérer ou pas opérer? À l'heure actuelle, il y a un consensus assez clair, ce qui est rare dans la littérature scientifique, sur le fait que on n'opère que des patients chez qui il y a eu un échec de la rééducation. C'est-à-dire que tu dois mener une rééducation en premier lieu, et s'il y a un échec, alors c'est une orientation chirurgicale. Il y a 2 problèmes à ça. Le premier problème, c'est ce que je te disais tout au début, c'est qu'en fait les kinés, les rééducateurs même au sens large, je prends encore une fois les médecins, même les chirurgiens, les préparateurs physiques, sont pas très bons pour comprendre. On a parlé de la proprioception pendant 25 minutes. Je pense qu'il y a peu de praticiens, peu de professionnels qui savent vraiment ce que c'est la proprioception. Donc on te dit, il faut faire une rééducation et en cas d'échec, on passe à la chirurgie. Sauf que si on se rend compte du contenu de la rééducation qui est proposée aujourd'hui, ben malheureusement, elle est pas optimale. Donc ça, c'est un premier problème. C'est qu'en général, on dit bon, bah la rééducation, elle a pas marché. Et après, quand tu discutes avec les athlètes, tu leur dis mais t'as fait quoi en rééducation? Bah j'ai fait un peu d'électrode, un peu de renforcement sur ma cheville et du plateau de Freeman. Ok, bah tu comprends bien avec tout ce qu'on s'est dit que ça peut pas marcher. C'est évident. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, il semblerait quand même que, et ça va faire plaisir à nos collègues chirurgiens, il y a des travaux un peu récents qui montrent que dans certains cas très particuliers, notamment des athlètes de très haut niveau, le fait de les opérer rapidement pourrait donner des résultats au moins aussi bons que la rééducation. Donc, il pourrait y avoir quelques cas particuliers où la chirurgie, dans, encore une fois, des lésions très spécifiques, donne des résultats qui sont intéressants avec un taux de récidive qui est faible. Par contre, ce qui est certain, c'est que la récidive, elle va dépendre non pas de la chirurgie, mais de ce qui a été fait en rééducation. Donc on retombe sur ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Ok. Est-ce que tu as peut-être des choses qu'on n'a pas abordées, même si je pense qu'on peut aborder encore plein de, de sujets différents autour de la cheville, mais peut-être important que tu aimerais aborder ici? Écoute, non, je crois qu'on a effectivement, on pourrait en parler encore des heures, hein, il y a plein de choses à dire, mais le message, je pense, important à faire passer à tout le monde, quand je dis à tout le monde, c'est à l'athlète, aux professionnels, aux staffs médicaux, techniques, ce que tu veux, c'est ne banalisez pas l'entorse de cheville. C'est vraiment, on en a parlé un peu au tout début, mais quand on regarde les chiffres et quand on regarde cette cascade catastrophique, en fait, c'est un vrai fléau, cette entorse de cheville. En anglais, on parle de fardeau, the burden of ankle sprain, parce que les gens la prennent pas du tout en considération. Donc le message fort, c'est quand vous faites une entorse de cheville, allez consulter, allez vous rééduquer. Il faut que les professionnels ils se forment et qu'ils creusent ce sujet-là. Parce que par contre, la très bonne nouvelle, c'est que quand c'est bien pris en charge, oui, on est efficace. Ça marche bien, on arrive à guérir des entorses de cheville et des instabilités, à condition de mettre beaucoup de contenu dedans et de savoir bien faire les choses. Donc c'est un message un peu d'alerte, de dire il n'y a pas d'entorse de cheville simple, ça n'existe pas les entorses de cheville bénignes, il faut les prendre en charge, ça marche bien à condition de les prendre correctement en charge et de gérer correctement le retour au sport. C'est Ok. plus un message global à tout le monde que un point sur lequel je voulais focaliser.